Mesdames et messieurs, honorables invités, après cette brillante présentation, nous allons ouvrir la session d'échange de questions, au cours desquelles vous pourriez apporter et que vous pourriez poser des questions à nos experts. Nous tenons aussi à remercier WebLogic pour la diffusion en direct de la conférence sur Abidjan.net. Donc les internautes aussi pourront poser des questions auxquelles nos experts répondront. Donc nous allons prendre la première série de 5 questions. Donc nous allons prendre la première question. Je me nomme Opa. J'interviens au nom de la Société ivoirienne de parfumerie Sivor. Ma préoccupation se trouve à deux niveaux. Le premier niveau est relatif au bienfait de soutien aux entreprises, surtout en son point 3. Dans son intervention tout à l'heure, M. Bourgois a dit que les entreprises, l'année fiscale de 2015 a exonéré les entreprises du prélèvement de 7,5% sur les sommes versées aux prestataires de services du secteur informel. Lorsque ces sommes versées à ces personnes sont passibles de l'un des impôts retenus à la source à ces personnes. Donc je voudrais savoir, est-ce que les entreprises ou bien les professions libérales sont exclues maintenant de cette retenue? Ça c'est la première question. Maintenant la deuxième question concerne l'impôt foncier. Nous savons tous que les loyers des baux amphithéotiques ont connu une augmentation. Et les nouveaux coûts de loyer des baux amphithéotiques seront pris en compte dans la détermination des valeurs locatives ou impôts fonciers et la patente. Merci. Je m'appelle Koné Baswana, c'est Maroc Technologie. Je voudrais simplement des précisions sur les dates de paiement de la patente. Oui, Marc-François Willem Chip, Côte d'Ivoire. Concernant l'extension sur version électronique des états financiers, qu'est-ce qu'il en est des états financiers de 2014? Après, ce qu'on parle des états financiers de 2015, j'aimerais avoir plus de précisions là-dessus. Merci. Alors, M. Metola, pour la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Alors, je souhaiterais savoir quel est le sort des biens piraquetés avant l'application de ces nouvelles dispositions. Pour revenir à la question de M. Topa dessus, il faut dire que cette entreprise qui ont été utilisées, ce n'est pas applicable à toutes les personnes libérales. Il s'agit bien d'entreprises de transport de bois de grume et d'hydrocarbures. Il y a les pétreurs, les architectes, les pétreurs, aussi les entrepreneurs qui interviennent dans le secteur du bâtiment, des travaux publics, et également les revendeurs des billets de jeux de hasard. Donc ça c'est compris comme qui ont été vraiment cités. Mais relativement à la question relative au bout amphithéotique, normalement ce n'est pas lié à l'aide syndicale, mais je vais quand même répondre pour dire qu'il faut forcément tenir compte des motos qui ont été indiqués, qui ont été évalués en termes de la valeur locative. La question de M. Collier de CFAO concernant la date de paiement de la patente. La date de paiement de la patente à partir de l'annexe fiscale. Précédemment, c'était fixé au 30 avril et au 30 juillet. Dorénavant, la patente est payée le 20 avril et le 20 juillet. Ils ont mis 20 mars. Bon, ça doit être une erreur de saisie.
sont le 20 avril et le 20 juillet. Ben, c'est pour ça qu'on répond à la question, monsieur. Je pense que tu as une question sur les précisions relatives au TVA, distribution des produits pétroliers. Quoi ici? Alors, concernant les distributeurs de produits pétroliers, c'est juste un problème de collecte de l'impôt. Parce qu'on a les revendeurs, je pense parfois des franchisés en station, et on voudrait avoir respecté la structure de prix qui est prévue par l'État. Donc, si on ne prévoit pas qu'il y ait qu'un seul collecteur unique de la taxe, il y aurait un surenchérissement des coûts. Et on se dit, la personne a mieux s'habiliter à le faire, c'est l'entreprise de distribution. Donc c'est elle, en distribuant le produit au revendeur, qui met la TVA sur le produit vendu, pas les revendeurs. Parce que si le revendeur revend et revend, on ne respecterait pas la structure de prix. Merci Régine. Nous avons une question de M. Williamson. Je voulais savoir, concernant la mesure relative au dépôt des états financiers par voie électronique, qu'en est-il des états financiers de 2014? Concernant le dépôt des états financiers, en principe, l'analyse fiscale n'est pas claire sur les années concernées, mais en principe, cela devrait concerner les états financiers de 2015. Mais on attend certainement une note de service de l'administration. Je parle sous le couvert de M. Kamagaté. Peut-être qu'une note de service de l'administration viendra clarifier en fait les états financiers concernés. La dernière question de monsieur de la Chambre de commerce. Je voulais savoir quel est le sort des biens pris en crédit bail avant la nouvelle mesure. Je pense qu'en attendant d'avoir une précision de la révision fiscale, et si on veut se conformer à la règle en matière, cette nouvelle mesure ne concernera que la question de biens après la date de cette dispositif-là. Et non, les autres ne concernent pas les impressions antérieures. Cette année, lorsque le prix international du caoutchouc est passé en dessous de 1000 francs, on a eu deux problèmes. Quel est le taux de dollar à considérer pour la conversion du prix international? Et dans quel mois est-ce qu'on devait payer ce impôt-là? Parce que, comme vous le savez, le prix moyen du mois en cours, c'est affecté le prix d'achat du mois suivant. Donc, est-ce qu'on paye ce impôt-là en appliquant ce prix-là à ce mois qui est en cours ou bien au mois d'après? Bon, on a des entreprises, par exemple, qui ont payé un mois avant, d'autres qui ont payé un mois après. Donc, j'aimerais juste avoir des précisions. Merci bien. Monsieur Bonnet de l'entreprise ADC. Dans votre exposé sur les mesures diverses, en son point 1, vous nous signifiez que la mesure d'extension était pour tous les contribuables, alors que dans le support, ici je lis du régime réel d'imposition, relevant seulement du régime réel d'imposition. J'aimerais que vous me clarifiez dessus. Bonjour, je me nomme Béla Vénance, de la société SNTCG. En fait, ma question est relative aux mesures de rationalisation et de modernisation du dispositif fiscal. Il a été dit dans l'exposé qu'il existe une mesure de réduction qui s'effectue sur le résultat imposable lorsque les bénéfices sont réinvestis. Alors, je suis curieux de savoir comment est-ce qu'on faisait pour savoir que ces bénéfices sont réinvestis. Est-ce que c'est la non-distribution ou bien est-ce qu'il y a un document particulier? Parce que bon, les entreprises sont toujours amenées en train d'acheter des véhicules et pour l'exploitation. Je voudrais savoir exactement comment on fait pour savoir qu'on réinvestit pour pouvoir peut-être demander ces réductions. Merci. Bonjour, Guillaume Mensa. Je voudrais savoir si une date est prévue pour la télédéclaration des grandes entreprises. Quelle est la date prévisionnelle?
Bonjour, Junior Aqua. J'ai une question qui ne porte pas sur ce dont on a échangé aujourd'hui. Elle est plutôt générale. C'est la réforme du CISCOA qui est en vigueur, je crois, depuis janvier 2014, si je ne dis pas de conneries. Et je voudrais savoir, est-ce que par rapport à cette réforme et les différentes modifications qu'elles doivent inclure au niveau de la présentation des états financiers, est-ce que cela induit que les états financiers de l'exercice 2014 ou 2015, quelles sont les dispositions fiscales, est-ce qu'il faudra s'y conformer, ne pas s'y conformer? Bref, ce sont les précisions que je voudrais avoir. Merci. Concernant une précision de la norme fiscale, je pense que, par expérience, normalement la taxe se fait sur les opérations réalisées au cours du mois précédent. Et puis encore, le prix est fixé par la POMAC sur les opérations réalisées du mois précédent. Donc on tient forcément compte des opérations du mois précédent pour faire la déclaration du mois suivant. Il disait que la taxe doit être déclarée au titre des opérations réalisées au mois précédent. Donc forcément, ce sont les opérations du mois précédent qui est pris en compte pour terminer pour faire la déclaration de la taxe sur le caoutchouc. Je voudrais apporter une précision. Ça marche pas. Je voudrais apporter une précision. Il s'agit d'une taxe qui est assise sur les produits. C'est bien la taxe sur le caoutchouc granulé. Donc c'est assis sur les produits vendus. Donc, comme on dit, sous réserve de la clarification qui sera faite par la Direction générale des impôts, la taxe va concerner l'opération de vente. Et donc, si elle concerne l'opération de vente, elle va concerner le mois de la réalisation de l'opération de vente. Maintenant, il est d'usage qu'on fasse une déclaration pour les opérations du mois. Donc, il y aura une déclaration, les prix internationaux sont connus. Et donc, quand vous ferez la déclaration du mois N, ça va concerner les opérations de vente du mois N. Donc, cette déclaration étant faite en N+1, vous allez utiliser le taux du mois N plutôt que le taux du mois N+1, puisqu'il s'agit d'une vente. Donc, c'est le taux de la période de réalisation de la vente, de façon, je dis, technique. Maintenant, après, l'administration fiscale peut clarifier si, dans le cadre de la réalisation de l'exécution de cette taxe, il est plus aisé de se fonder sur un taux de référence qui sera soit communiqué par la Direction générale des impôts ou communiqué par la POMAC. Je voudrais réagir sur la question qui a été posée sur la réforme du CISCOA. La réforme du CISCOA, c'est un référentiel comptable. Donc, de façon générale, il n'y a pas de lien entre le référentiel comptable et le référentiel fiscal. Donc vous utilisez le référentiel comptable pour traduire vos opérations. L'administration met un certain nombre de directives et en fonction du référentiel comptable que vous utilisez, vous êtes obligé de créer donc un tableau de passage entre votre référentiel comptable et le référentiel fiscal. D'où l'idée du résultat fiscal. Voilà, donc en tant que tel, l'administration fiscale ne peut pas imposer l'application du CISCOA ou d'un autre référentiel. Le CISCOA est générique et les réformes vont s'appliquer conformément aux dispositions de notre zone communautaire et ensuite il y aura, les comptables savent le faire, il y aura donc des retraitements entre le résultat comptable pour atteindre le résultat fiscal sur lequel donc la taxe va s'appliquer. Donc je laisse... J'avais souhaité répondre à une question dont j'ai oublié le propos, là, il y avait une question. Oui, sur le crédit bail, j'en ai discuté avec M. Kamagaté qui va vous traduire donc la réponse de l'administration. Moi, ma réponse de technicien, c'est que l'exonération concerne la TVA. Il faut toujours revenir aux fondamentaux de l'impôt. Donc la TVA, ce n'est pas une taxe historique. La TVA est taxe sur une opération qui se réalise à un moment T. Donc, si l'opération se réalise en 2015, la TVA qui concerne l'opération ne va pas avoir de TVA. Ça, c'est mon avis. Donc, si vous devez payer un loyer de crédit bail en janvier 2015, pour ma part, selon les règles généralement admises, cette TVA, ce loyer ne doit pas supporter la TVA.
puisqu'à compter du 3 janvier, la mesure rentre en application. Ce n'est pas le cas, par exemple, si on vous parle de distribution de dividendes, parce que l'opération aurait déjà disparu avant la mise en vigueur du test. Donc pour les loyers de crédit bail, il me paraît normal que les contrats anciens qui se poursuivent après le 3 janvier 2015 ne soient pas taxés de la TVA. Et ce sera même difficile pour les crédits bailleurs de pouvoir appliquer cette disposition pour certains clients et de ne pas pouvoir l'appliquer sur d'autres clients, ou de l'appliquer sur certaines opérations du client et pas sur les opérations au sein du client. Donc pour des raisons de simplification, mais aussi pour des raisons évidentes, il me paraît normal que les nouvelles redevances ne supportent pas la TVA. Monsieur Stan Zézé, qui notait son intérêt par rapport à cette disposition, m'a également dit qu'il ne faut pas que les banques taxent à 25% donc les redevances de crédit bail. Je pense que l'administration fiscale et le régulateur financier devraient réfléchir à cela. Il ne faut pas que les 18% qu'on nous retire soient transformés en taux d'intérêt donc sur les loyers de crédit bail. Voilà, je continue. Monsieur Mensa, vous avez demandé la date prévue pour la télédéclaration. C'est une question que je me posais moi-même et que je dois renvoyer à chef Kamagaté tout à l'heure pour avoir la date prévisionnelle de la télédéclaration. Alors, monsieur Bala, c'est ça? Bella. Voilà, vous avez demandé comment on fait pour savoir que les bénéfices sont réinvestis. Vous savez, la mesure de réduction d'impôt s'applique sous certaines conditions. Il faut avoir un programme d'investissement bien construit et bien monté. Et c'est un dossier qu'on dépose sous pli. Donc, ça ne s'applique pas à toutes les entreprises. Mais sachez, pour répondre à votre question, que vous devez monter, je dirais, une brochure avec les investissements que vous prévoyez faire, avec votre compte d'exploitation, ce que vous avez déjà fait comme investissement. Et c'est un pli qu'on va remettre à la Direction générale des impôts. Donc ça ne se fait pas au pied levé, si je peux le dire. C'est plus une doléance que j'aimerais faire. C'est que pour la prochaine présentation, est-ce qu'il serait possible pour chaque mesure de nous rappeler le ou les articles de l'annexe fiscale qui sont concernés? Ça faciliterait la lecture de votre document. Merci. Auréga Joseph de Finance Plus. Je voudrais revenir très rapidement sur le sujet du crédit bail et de l'exonération et me placer dans le cadre de la structure de financement. C'est-à-dire, en fait, la structure de financement va faire donc l'acquisition d'un bien et on va lui facturer de la TVA et derrière, dans les loyers, elle ne facturera plus de TVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, je me pose la question de savoir si elle ne va pas rester coincée avec la TVA. C'est la question que je me pose. Sinon, de manière générale, je voudrais dire merci cette fois-ci à l'administration pour les efforts, même s'ils sont en tant que contribuables minimes, mais qui vont quand même dans le bon sens. On les encourage à continuer. Bonjour, moi c'est Miss Soro de la Société Kaki. C'était juste pour revenir sur le point de la patente. Qu'est-ce qu'on doit retenir finalement comme délai de paiement de la patente? Parce qu'on a des dates qui sont prévues dans les textes et il y a ce que le cabinet Deloitte nous donne comme date aussi. Merci. Bonjour, je suis Eddie Ramsès de CFA Motors. Ma préoccupation se situe au niveau des mesures diverses. En son point numéro 3, la législation des dispositions fiscales et douanières de conventions conclues entre l'État de Côte d'Ivoire et les entreprises privées. Donc on a eu à parler de Webfontaine et de la nouvelle pharmacie de santé publique de Côte d'Ivoire. Je voudrais savoir concrètement ici, il s'agit de quel type de convention que l'État a passé avec ces deux structures.
Concernant la préoccupation de M. Koumaga Joseph, je pense que c'était plutôt une préoccupation. Je ne sais pas. Le temps que vous réfléchissez sur les autres, je vais répondre à la question sur Web Fontaine et la nouvelle pharmacie de la santé publique. Vous savez que l'État prend des dispositions pour réguler un certain nombre d'opérations, notamment s'agissant de Web Fontaine. L'État a conclu un contrat de contrôle avant embarquement, ou à l'espoir, ou avant embarquement, ou à un truc comme ça. Donc, l'intérêt pour l'État de ce contrôle, c'était de s'assurer de la valorisation des biens qui rentrent ou qui sortent du pays, sur lesquels sont assis les taxes. Donc, dans le cadre de cette convention, puisque la personne qui vient discuter avec l'État sur ce type de convention a besoin aussi d'un certain confort financier, par exemple, prévoit un certain nombre de taxes, par exemple, le coût des documents administratifs, parce que avec Web Fontaine, ce qui a longtemps été discuté, c'est que Web Fontaine a prévu un certain nombre de, je ne vais pas dire de taxes, mais un certain nombre de prix à payer pour certaines transactions. Donc, pour les opérateurs du secteur, ils ne savaient pas si cette taxation, si ces droits qui leur étaient exigés par Web Fontaine dans le cadre des travaux de Web Fontaine étaient légaux. Donc l'État a voulu ainsi confronter sa contractualisation avec Web Fontaine en disant que tout ce que j'ai prévu avec Web Fontaine dans le cadre de la convention qui est signée avec Web Fontaine s'applique donc dans le cadre de la loi, donc reconnu comme une taxe. C'est ça l'intérêt de l'opération, de sorte qu'il n'y ait plus de discussion sur les facturations qui sont faites par Web Fontaine aux opérateurs du secteur. Il en est de même, je pense aussi, pour la nouvelle pharmacie de la santé publique. Vous savez que l'ancienne a été mise en liquidation et garantit la rentabilité et l'exercice, j'allais dire, paisible de la nouvelle pharmacie de la santé publique. Un certain nombre aussi de droits sont exigés aux pharmaciens, à tous ceux, aux cliniques et aux hôpitaux qui utilisent donc les services de la nouvelle santé, de la nouvelle pharmacie de la santé publique. Donc, les dispositions, si dans le cadre de nos relations avec la nouvelle pharmacie de la santé publique, un certain nombre de droits sont exigés, mais ces droits sont légaux. Donc, c'est juste une ratification. Ok. Donc, bien sûr, la société, le crédit bailleur pourra bénéficier des dispositions du remboursement de crédit de TVA. Et vous savez que l'administration fiscale a rationalisé donc, le guichet du remboursement de crédit d'impôt, de crédit de TVA notamment. Donc, le crédit bailleur ne va pas mourir de l'accumulation des crédits d'impôt. Il va bénéficier du dispositif de remboursement donc, du crédit de TVA. Et je pense que cette mesure, qui est une mesure phare pour l'année fiscale 2015, est à saluer. Vous savez que beaucoup d'entreprises en Côte d'Ivoire, à la suite de la crise, ont perdu leur outil de production. Et si vous devez, en plus d'investir 100 francs pour acquérir je sais pas, une machine, ou que vous devez ensuite payer 18% de TVA, quelquefois pour les trésoreries des entreprises, c'était lourd. Donc cette disposition permet aux entreprises de reconstituer plus rapidement l'outil de production et ainsi de pouvoir produire plus vite des résultats qui seront ensuite taxés. Donc je pense que c'est une mesure à saluer. Et vous savez aussi que les entreprises, à la fois de crédit bail comme les banques, ont amélioré, ont développé leur offre de crédit bail. Donc ce que les banques ne faisaient pas, aujourd'hui les banques le font, ont une offre de crédit bail qui est très diversifiée. Donc ça permet donc à l'État d'accompagner le dispositif qui est mis en place par le secteur bancaire pour financer donc l'acquisition de biens par les entreprises. Pour revenir à la question de Mme Soro de Kagil, la délai de paiement de la patronne, effectivement il y a juste une erreur. Il y a deux dates qu'il faut retenir, le 20 mars et le 20 juillet. 20 mars et le 20 juillet. C'est 20 mars et 20 juillet. 20 mars et 20 juillet.
Dans le journal officiel, c'est bien mis 20 mars, 20 juillet, pour le paiement de la patente. Pour revenir à la question de retenue à la source, ceux qui sont versés sur les formels, ce dispositif est étudié en vigueur. Mais, pour certains contribuables cités, tels que les professeurs médicales et paramédicales, les revendeurs de billets de jeux de hasard, les maîtreurs, les géomètres, les architectes, et certains entrepreneurs qui interviennent dans le secteur du bâtiment et dans le public, il n'y a pas de retenue, sauf si elles subissent, si ces problèmes subissent, de retenue au titre de l'impôt BIC. C'est clair. Donc pour la patente, c'est bien, il y a 2 dates à retenir pour le paiement, le 20 mars et le 20 juillet.